Mes parents m'ont interdit de fêter mes 18 ans pour que leur fille chérie ne soit pas jalouse. Je suis parti le soir même. 1 an plus tard, ma réussite a provoqué une crise qui a fait imploser notre famille. Mes parents m'ont interdit de fêter mes 18 ans parce que ma sœur ne se sentait pas assez spéciale. Alors, j'ai déménagé cette nuit-là. 1 an plus tard, leur fille en or a vu le succès que j'étais devenu, et sa crise de jalousie a fait voler la famille en éclats. Je me souviens encore du moment exact où j'ai compris à quel point je comptais peu pour mes parents. C'était 3 semaines avant mon 18e anniversaire, et je venais de rentrer de mon petit boulot après les cours à la librairie, excité à l'idée de parler d'un petit dîner avec quelques amis. Rien d'extravagant, juste quelque chose pour marquer le coup. Ma mère était dans la cuisine avec ma petite sœur, Chloé, qui avait 16 ans à l'époque. Elle regardait des catalogues de décoration de fête, ce qui semblait bon signe jusqu'à ce que je réalise qu'elle planifiait la fête des 16 ans de Chloé, qui avait eu lieu 4 mois plus tôt. Apparemment, elle voulait une deuxième fête parce que la première n'avait pas capturé sa véritable essence. Je ne plaisante même pas, maman, je voulais te poser une question sur mon anniversaire le mois prochain, commençai-je en posant mon sac à dos près du comptoir. Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu glacer l'enfer. Amélie, ta sœur traverse une période difficile en ce moment. Elle s'est sentie délaissée dernièrement, et nous devons être sensibles à ses besoins. Chloé n'a même pas levé les yeux du catalogue. Elle continuait simplement à entourer des photos d'arches de ballons et de tables de dessert avec son stylo gel rose. Je veux juste dîner avec peut-être 5 amis, dis-je prudemment. On pourrait aller à ce restaurant italien du centre-ville. J'ai mis de l'argent de côté avec mon travail. Absolument pas, la voix de mon père venait de l'embrasure de la porte. Je ne l'avais même pas entendu entrer. As-tu la moindre idée de ce que ça ferait à ta sœur? Elle a déjà des problèmes d'estime de soi, et te voir célébrer serait dévastateur pour elle. Je l'ai regardé, abasourdi. C'est mon 18e anniversaire. Et c'est ta sœur, a sèchement répliqué ma mère. La famille passe avant tout, Amélie. Toujours. Nous en avons parlé. Quand tu as 18 ans, tu deviens une adulte, ce qui signifie que tu dois commencer à moins penser à toi et plus à la façon dont tes actions affectent les autres. La logique était si tordue que j'ai failli rire. Presque. Chloé a finalement levé les yeux, son regard grand et innocent. Je suis désolé, Amé. Je sais que ce n'est pas juste pour toi. J'ai juste l'impression que personne ne fait jamais attention à moi. Et si tu fais cette grande fête, je me sentirai à nouveau invisible. Ma mère a immédiatement passé un bras autour d'elle. Tu vois? Elle est consciente de la difficulté de la situation. C'est très mature de ta part, ma chérie. J'ai quitté la cuisine sans un mot de plus. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai fait des calculs. J'avais 3 847 € d'économie grâce à mon travail à la librairie ces 2 dernières années. J'avais mis de l'argent de côté pour l'université, mais j'avais aussi obtenu une bourse d'excellence complète pour l'université de Lyon qui couvrirait les frais de scolarité et le logement. Mon anniversaire tombait un vendredi. J'aurais 18 ans à 6h23 du matin, l'heure exacte à laquelle ma mère aimait me rappeler qu'elle avait été en travail. À minuit, j'avais un plan. Les 3 semaines suivantes ont été une masterclass pour faire semblant que tout allait bien. J'allais en cours, je faisais mes heures de travail, je rentrais, je faisais mes devoirs et je n'ai pas mentionné mon anniversaire une seule fois. Mes parents semblaient soulagés. Chloé s'est remise à planifier sa deuxième fête, qui s'était transformée en un week-end dans un spa de luxe coûtant plus cher que la valeur de ma voiture. Bon, ma voiture valait 800 € et avait un pot d'échappement tenu par des cintres en fil de fer. Mais quand même. Le jeudi avant mon anniversaire, j'ai commencé à déménager mes affaires. Juste de petites choses au début, mon ordinateur portable, mes documents importants, mes livres préférés. J'avais loué un box de stockage de l'autre côté de la ville pour 39 € par mois et j'y faisais des allers-retours après le travail, en disant à mes parents que j'avais pris des heures supplémentaires. Ma meilleure amie, Léa, savait ce que je faisais. Elle m'avait proposé de m'héberger chez sa famille, mais j'ai refusé. Je devais le faire entièrement seul pour me prouver que j'en étais capable. Vendredi matin, je me suis réveillé à 6h. À 6h23, je suis resté allongé dans le silence de ma chambre d'enfant et j'ai murmuré « Joyeux anniversaire à moi ». Personne n'est venu dans ma chambre. Pas de surprise, pas de gâteau, pas de carte sur mon bureau. Je me suis habillé, j'ai mis le reste de mes affaires essentielles dans 2 sacs de sport et je suis descendu.
Mes parents prenaient leur café dans la cuisine. Chloé dormait encore. Je pars, ai-je annoncé. Ma mère a levé les yeux. D'accord, passe une bonne journée à l'école. Non, ai-je dit. Je pars. Je déménage. J'ai 18 ans maintenant et j'en ai fini. La tasse de café de mon père s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. De quoi parles-tu? Je déménage. J'ai déjà fait mes valises. J'ai trouvé une chambre à louer près du campus et je commence mon job d'été lundi. Le visage de ma mère a traversé plusieurs expressions avant de s'arrêter sur la colère. Tu es ridicule. Tu ne peux pas simplement partir parce que tu fais un caprice pour ton anniversaire. Je ne fais pas de caprice. Je fais un choix, j'ai gardé une voix calme. Vous avez clairement montré où était ma place dans cette famille et ça me va maintenant. Mais je n'ai plus à rester ici et à regarder ça. Amélie Sophie Durand, si tu passes cette porte, ne t'attends pas à ce qu'on t'accueille à bras ouverts, a dit mon père en se levant. Son visage était devenu rouge. Je n'attends plus rien de vous, ai-je répondu. C'est en fait très libérateur. Ma mère a essayé une approche différente. Ma chérie, tu es contrariée. Nous comprenons. Pourquoi n'en parlerions-nous pas? Peut-être qu'on peut encore faire quelque chose de petit pour ton anniversaire ce week-end. Je ne veux pas quelque chose de petit ce week-end. Je voulais compter il y a 3 semaines quand j'ai demandé. Je voulais compter il y a 16 ans, ou 10 ans, ou littéralement n'importe quand avant aujourd'hui. J'ai ramassé mes sacs. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires quand vous ne serez pas là. Chloé est apparue en haut des escaliers en pyjama, l'air confus et endormi. Qu'est-ce qui se passe? Ta sœur est égoïste et jette sa famille par-dessus bord pour une fête d'anniversaire, a dit ma mère amèrement. J'ai regardé Chloé et, une seconde, j'ai eu pitié d'elle. Elle avait été conditionnée à penser que le monde tournait autour de ses sentiments, et ça allait finir par lui faire du mal. Mais ce n'était pas mon problème à résoudre. Salut, Chlo, ai-je dit. Puis je suis parti. La chambre que j'avais louée se trouvait dans une maison appartenant à une femme plus âgée nommée Madame Dubois, qui louait à des étudiants. C'était petit, à peine plus grand qu'un placard, mais c'était à moi. J'avais un lit simple, un bureau, une commode et une fenêtre qui donnaient sur un jardin. Le loyer était de 425 € par mois, charges comprises. Ce premier soir, je me suis assise sur mon lit et j'ai mangé seul des plats chinois à emporter. Madame Dubois a frappé vers 20 h et m'a tendu un cupcake avec une seule bougie. Votre dossier de location indiquait que c'était votre anniversaire aujourd'hui, a-t-elle dit avec un sourire bienveillant. Tout le monde mérite un gâteau le jour de son anniversaire. J'ai pleuré pour la première fois depuis mon départ. Les mois suivants ont été difficiles d'une manière que je n'avais pas anticipée. Travailler 30 heures par semaine tout en suivant des cours d'été était épuisant. Je vivais de nouilles instantanées, de sandwichs au beurre de cacahuètes et de la nourriture gratuite occasionnelle des événements du campus. Je n'avais pas d'argent pour les extras. Pas de café, pas de cinéma, pas de nouveaux vêtements. Mais je me sentais aussi plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mes parents ont appelé 2 fois le premier mois. Les conversations étaient brèves et inconfortables. Ils voulaient que je m'excuse et que je rentre. J'ai refusé. Après ça, les appels ont cessé. J'ai appris par des connaissances communes qu'ils avaient dit à la famille élargie que j'avais choisi de vivre de manière indépendante plutôt que d'admettre que nous nous étions disputés. Chloé m'a envoyé un texto une fois, maman et papa sont vraiment blessés. Tu devrais t'excuser. J'ai bloqué son numéro. Je me suis jeté à corps perdu dans les études et le travail avec une intensité qui n'était probablement pas saine. J'ai pris des cours supplémentaires, accepté des missions de graphisme en freelance et, à la fin de l'été, j'ai décroché un stage dans une agence de marketing du centre-ville. Le stage était censé être non rémunéré, mais ma superviseure, une femme nommée Isabelle Moreau, a été tellement impressionnée par mon travail qu'elle a convaincu l'entreprise de me payer 15 € de l'heure. Vous avez l'œil pour ça, m'a-t-elle dit après que j'ai repensé toute la stratégie des réseaux sociaux d'un client. Quel âge avez-vous? 18 ans, ai-je dit. Mon Dieu, je n'avais pas la moitié de ça de réglé avant mes 30 ans. Le travail chez Moreau et Associés était stimulant d'une manière productive plutôt qu'épuisante. Isabelle avait une façon de me pousser juste au-delà de ma zone de confort sans que je me sente incompétente. Elle me confiait des projets qui semblaient impossibles au début, puis me donnait juste assez de conseils pour que je trouve mes propres solutions.
Mon premier grand projet a été de redéfinir l'image de marque d'une chaîne de café locale qui perdait des clients au profit de concurrents nationaux. J'ai passé 2 semaines à rechercher leur clientèle, à analyser leur engagement sur les réseaux sociaux et à développer une stratégie qui mettait l'accent sur leurs racines communautaires et leur approche artisanale. Quand j'ai présenté mes idées à Isabelle et aux clients, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les joindre dans mon dos. Le client a adoré. Ils ont mis en œuvre toutes les suggestions que j'ai faites et, en 6 semaines, leur fréquentation a augmenté de 30%. Isabelle m'a convoqué dans son bureau le jour où les chiffres sont tombés. Vous venez de faire gagner à cette entreprise un contrat à long terme, a-t-elle dit en faisant glisser une enveloppe sur son bureau. C'est une prime. Vous la méritez. J'ai ouvert l'enveloppe. 500 €. Je n'avais jamais tenu autant d'argent d'un seul coup de ma vie. Merci, ai-je réussi à dire. Ne me remerciez pas. Vous l'avez mérité. Maintenant, retournez au travail. J'ai 3 autres clients qui ont besoin de votre touche magique. La prime est allée directement sur mon compte d'épargne, mais la validation comptait plus que l'argent. Quelqu'un croyait que j'étais doué pour quelque chose. Quelqu'un voyait de la valeur dans mon travail au-delà du simple fait de venir et de faire ce qu'on me disait. En octobre, Isabelle m'a offert un poste à temps partiel qui se poursuivrait pendant l'année scolaire. L'offre était accompagnée d'un salaire de 22 € de l'heure, ce qui était plus d'argent que je n'avais jamais imaginé gagner tout en étant encore à l'école. J'ai accepté immédiatement, puis je suis rentré chez moi et j'ai pleuré dans mon minuscule appartement parce que tout finissait par s'arranger. Le travail signifiait réorganiser tout mon emploi du temps. J'ai commencé à prendre des cours le matin pour pouvoir travailler les après-midi et les soirs à l'agence. Mes semaines sont devenues un tourbillon de cours, de réunions clients, de travail de conception et d'études tard dans la nuit. Je survivais au café et à la détermination, dormant peut-être 5 heures par nuit si j'avais de la chance. Madame Dubois l'a remarqué. Elle a commencé à laisser des boîtes de soupe maison devant ma porte avec des notes qui disaient des choses comme « Mangez autre chose que des nouilles et vous avez l'air trop maigre ». Ces petites attentions m'ont permis de tenir les jours où je sentais que j'allais m'effondrer d'épuisement. Il y a eu des moments où je me suis demandé si j'avais fait une erreur en quittant la maison. Non pas parce que mes parents me manquaient, mais parce que j'étais si fatigué tout le temps et que je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais fait quelque chose de purement amusant. Mais ensuite, je passais devant mon ancienne maison en allant au campus et je voyais la voiture de Chloé dans l'allée avec une plaque d'immatriculation personnalisée que mes parents lui avaient achetée, et je me souvenais pourquoi j'étais parti. En novembre, j'ai croisé une des amies de Chloé dans un café du campus. Sophie Martin avait été constamment chez nous pendant le lycée, et elle m'a reconnu immédiatement. Amélie. Oh mon Dieu, comment vas-tu? Elle m'a serré dans ses bras avant que je puisse reculer. Ta mère a dit que tu avais déménagé pour les études. C'est super cool que tu vives seul. C'était donc l'histoire qu'ils avaient choisie. Propre, simple. Rien sur la vraie raison. Oui, je vais bien, ai-je dit, en gardant un ton neutre. Chloé te manque beaucoup. Elle parle tout le temps de toi. Elle dit qu'elle aimerait que tu rentres pour Noël. J'ai d'autres projets. Le sourire de Sophie s'est légèrement estompé. Oh, eh bien, elle sera triste de l'apprendre. Tes parents lui organisent une énorme fête pour Noël. Ils ont réservé ce restaurant chic de la rue de la République. Toute la famille vient. Bien sûr, qu'ils le faisaient. Une autre fête pour Chloé. Une autre occasion de la couvrir d'attention et de cadeaux tout en prétendant que je n'existais pas, ça a l'air sympa, ai-je dit platement. Tu devrais venir. Je suis sûr qu'il serait ravi de te voir. J'en doute. Je dois y aller, Sophie. Contente de t'avoir vue. Je suis parti avant qu'elle ne puisse dire autre chose, la poitrine serrée par une vieille colère que je pensais avoir dépassée. La rencontre m'a hanté pendant des jours. Je n'arrêtais pas d'imaginer ma famille réunie autour d'un somptueux repas de fête, tout le monde riant et heureux, sans que personne ne se demande où j'étais ou si j'allais bien. Lucas a remarqué mon changement d'humeur. Nous sortions ensemble depuis environ un mois à ce moment-là, et j'avais fait attention de ne pas lui déverser tous mes drames familiaux trop tôt. Mais un soir, après que nous ayons étudié ensemble à la bibliothèque, il m'a demandé directement « Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu étais ailleurs toute la semaine. » Je lui ai tout raconté sur mes parents, sur Chloé, sur l'anniversaire qui avait tout brisé. Il a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. « C'est dégueulasse, a-t-il dit quand j'ai fini. Genre, vraiment dégueulasse.
C'est comme ça. Non, Amélie, ce n'est pas normal. Tu le sais, n'est-ce pas? Les parents ne sont pas censés avoir des favoris comme ça. Je sais. Le sais-tu vraiment? Parce que tu en parles comme si c'était juste une bizarrerie de ta dynamique familiale, mais c'est de la véritable négligence émotionnelle. L'entendre le nommer si directement a fait craquer quelque chose en moi. Je suppose que je n'y avais jamais pensé comme ça. Je pensais juste que peut-être je n'essayais pas assez fort d'être ce qu'il voulait. C'est exactement ce que pensent les victimes de négligence. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'a jamais été de ta faute. Nous sommes restés assis dans sa voiture sur le parking de la bibliothèque pendant que je pleurais plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Il m'a tenu la main et n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit. Il m'a juste laissé ressentir ce que j'avais besoin de ressentir. Tu viens en Auvergne avec moi pour les fêtes, a-t-il dit après que je me sois calmé. Ma mère te nourrira jusqu'à ce que tu ne puisses plus bouger, et mon père t'ennuiera avec des histoires sur sa collection de trains miniatures. Ce n'est pas négociable. Je ne veux pas déranger. Tu ne déranges pas. Tu fais partie de la famille maintenant. C'est comme ça que ça marche dans les familles fonctionnelles. On aime inclure les gens. Aller en Auvergne pour les fêtes a été la meilleure décision que j'ai prise depuis des mois. Les parents de Lucas, Robert et Sylvie, m'ont traité comme si j'avais toujours fait partie de leur vie. Sylvie m'a appris la recette de gratin de patates douces de sa grand-mère. Robert m'a montré son impressionnante installation de train miniature au sous-sol, narrant l'histoire de chaque petit bâtiment et figurine avec un enthousiasme sincère. Notre fils t'aime beaucoup, m'a dit Sylvie pendant que nous faisions la vaisselle après le dîner. Il parle constamment de toi. Ton éthique de travail, ta gentillesse, ta force. Il est génial aussi, ai-je dit, sentant mes joues chauffer. Il nous a un peu parlé de ta situation avec ta famille. J'espère que ça ne te dérange pas, je me suis légèrement raidi. Oh, je veux juste que tu saches que tu es toujours la bienvenue ici. Pour les fêtes, les week-ends au hasard, n'importe quand. Notre porte est ouverte. Elle a posé une main chaleureuse sur mon épaule. Chaque jeune mérite d'avoir des adultes dans son coin. Si tes parents ne veulent pas être ça pour toi, nous le serons. J'ai dû m'excuser pour aller aux toilettes afin de pouvoir pleurer en privé. Ces gens me connaissaient à peine, et ils m'offraient plus de soutien que ma propre famille ne l'avait jamais fait. En décembre, j'avais été promu designer junior avec un salaire qui me permettait de déménager dans un meilleur appartement et d'acheter des provisions sans vérifier mon compte en banque d'abord. Le nouvel endroit était un 2 pièces dans un quartier plus sûr avec une vraie isolation et une cuisine qui avait plus de 2 plaques de cuisson fonctionnelles. Je me sentais riche. J'ai été inscrite au tableau d'honneur à mon premier semestre. J'ai rejoint un collectif de design sur le campus. J'ai commencé à sortir avec un gars nommé Lucas de mon cours d'économie qui me faisait rire et ne m'a jamais fait sentir que je devais me rabaisser. J'ai construit une vie qui était entièrement la mienne. Autour de Noël, Léa m'a demandé si je rentrais à la maison pour les fêtes. Ce n'est plus ma maison, ai-je dit simplement. Elle n'a pas insisté. J'ai passé Noël avec Madame Dubois et sa famille. Le Nouvel An avec Lucas et ses parents en Auvergne. Le réveillon du Nouvel An à une fête avec mes amis du collectif de design. Regarder les feux d'artifice depuis un toit et sentir que j'avais enfin compris qui j'étais censé être. Mon 19e anniversaire est arrivé et reparti. Lucas m'a emmené dîner. Mes amis m'ont organisé une fête surprise. Isabelle m'a donné une prime et m'a dit que j'étais en bonne voie pour être designer senior d'ici la fin de mes études. Tout allait bien, mieux que bien. Et puis mars est arrivé. J'étais à un événement de réseautage au centre-ville, le genre de choses que je trouvais intimidant avant, mais que je naviguais maintenant avec aisance. Je venais de finir de parler à un client potentiel de leur nouvelle image de marque quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Amélie. Je me suis retourné et là se trouvait Chloé. Elle avait l'air différente, plus âgée, évidemment, mais aussi fatiguée. Ses cheveux étaient en une queue de cheval désordonnée, et elle portait un jean et un sweatshirt de l'université de Lyon. Elle tenait une assiette de cubes de fromage à l'air triste. « Chlo », ai-je dit d'un ton neutre. « Je ne t'ai presque pas reconnu », a-t-elle dit en me regardant de haut en bas. Je portais un blazer et des talons, tenant le portfolio en cuir qu'Isabelle m'avait offert pour Noël. « Tu as l'air si professionnel. »« Je suis ici pour le travail », ai-je expliqué. « Je travaille chez Moreau et Associés. » Ses yeux se sont agrandis. « L'agence de marketing ?»
Cette énorme entreprise du centre-ville? Elle est de taille moyenne, mais oui. Mais tu es encore à l'école. Poste à temps partiel. Je suis designer junior. Quelque chose a vacillé sur son visage. Waouh, c'est super, Amé. Un silence gênant s'est installé entre nous. Tu es ici pour l'école, ai-je demandé, plus par politesse que par réelle curiosité. Oui, je suis en première année à l'université. Je suis ici parce que mon professeur de communication nous a obligés à venir pour avoir des points bonus. Je suis en train de rater son cours, a-t-elle ri, mais ça sonnait forcé. L'université est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Ça demande de l'adaptation, ai-je dit diplomatiquement. Comment as-tu fait? La question est sortie presque désespérée. Jean, comment as-tu simplement pu partir et tout régler? Maman et papa disaient que tu reviendrais en rampant en moins d'un mois, mais tu ne l'as jamais fait. Et maintenant tu es là, avec l'air d'une femme d'affaires. Et moi, je mange du fromage gratuit parce que je ne peux pas me payer un vrai dîner. J'ai senti une torsion dans ma poitrine. Pas tout à fait de la sympathie, pas tout à fait de la satisfaction. J'ai travaillé très dur. Je n'avais pas le choix. À cause de l'histoire de ton anniversaire? Ma mâchoire s'est crispée. Ce n'était pas une histoire, Chloé. C'était le dernier exemple d'un très long schéma. Elle a baissé les yeux sur son assiette de fromage. Je sais qu'il n'était pas toujours juste avec toi. Ah oui? Je commence à comprendre maintenant, a-t-elle dit doucement. L'université me met à rude épreuve. Et quand j'appelle à la maison, stressé par les examens ou autre chose, maman me dit juste que je suis dramatique. Papa dit que je dois m'endurcir. C'est comme si, maintenant que je ne suis plus leur petite fille spéciale vivant à la maison, ils s'en souciaient moins. J'aurais dû me sentir vengé. Au lieu de ça, je me sentais juste vide. Je suis désolé que tu traverses ça, ai-je dit, et je le pensais. Mais je dois retourner à mon réseautage. Attends, est-ce qu'on pourrait peut-être prendre un café un de ces jours? J'aimerais vraiment qu'on parle plus. Tu me manques. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, Amé. Je sais que j'ai été horrible. Je sais que j'ai profité de la façon dont maman et papa te traitaient. J'essaie d'être meilleur. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Elle semblait sincère, mais j'avais été échaudé auparavant. Donne-moi ton numéro, ai-je finalement dit. J'y réfléchirai. Elle a sorti son téléphone avec empressement, et nous avons échangé nos numéros. Après son départ, je me suis immédiatement senti en conflit avec ma décision. Je ne lui ai pas envoyé de texto. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Est-ce que je parle à Amélie Durand? Une voix de femme que je ne reconnaissais pas, oui. Ici Patricia Lambert. Je suis la conseillère pédagogique de votre sœur Chloé à l'université. Elle vous a désigné comme contact d'urgence. Mon estomac s'est noué. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien physiquement, mais elle a des difficultés scolaires, et je vous appelle parce qu'elle m'a spécifiquement demandé de vous contacter. Elle risque d'échouer à 3 de ses 5 courses semestres et elle a manqué plusieurs rendez-vous de conseil. Quand j'ai finalement réussi à la faire venir aujourd'hui, elle s'est effondrée en larmes et a dit que la seule personne qui pourrait la comprendre est sa sœur. J'ai fermé les yeux. Je ne vois pas comment je peux aider. Elle semble penser que vous pourriez parler à ses parents en son nom. Apparemment, il y a une dynamique familiale à laquelle je ne suis pas au courant, mais elle est en crise et j'essaie de l'aider à accéder à ces systèmes de soutien. Ces systèmes de soutien familiaux. L'ironie était presque drôle. Dites-lui que je la retrouverai pour un café demain, ai-je finalement dit. Le lendemain, j'ai retrouvé Chloé dans un café près du campus. Elle avait l'air encore plus mal qu'à l'événement de réseautage. Des cernes sous les yeux, du vernis à ongles écaillés, le même sweatshirt. Merci d'être venu, a-t-elle dit en s'asseyant. Ta conseillère m'a appelé. Elle s'inquiète pour toi. Je suis en train de couler, Amé. Je ne sais pas quoi faire. Sa voix s'est brisée. Toute ma vie, tout a été facile parce que maman et papa aplanissaient tous les problèmes. Ils parlaient à mes profs quand mes notes n'étaient pas assez bonnes. Ils trouvaient des excuses quand je n'étais pas sélectionné dans l'équipe de volley. Ils m'organisaient des fêtes et me disaient que j'étais spéciale et parfaite.
Et puis je suis arrivé à l'université et rien de tout ça n'avait d'importance. Je ne suis qu'une étudiante parmi d'autres qui n'arrivent pas à suivre. Et je ne sais pas comment arranger les choses toute seule. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu as réussi. Tu as appris à survivre sans eux. Et j'ai besoin de savoir comment. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai réussi parce que je devais le faire. Parce qu'il n'y avait pas de filet de sécurité. J'ai eu 2 emplois tout en suivant un cursus complet. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant des mois. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir plus de fois que je ne peux le compter. Ce n'était pas un voyage inspirant de découverte de soi. C'était de la survie. Je veux survivre aussi. Je ne sais juste pas par où commencer. Nous avons parlé pendant 2 heures. Je l'ai aidé à élaborer un plan, séance de tutorat, heures de permanence avec les professeurs, un emploi du temps d'études révisé, l'abandon d'un cours pour alléger sa charge. Je lui ai donné le numéro de ma conseillère pédagogique de première année qui m'avait aidé à naviguer dans le système. Et maman et papa, a-t-elle demandé alors que nous partions. Devrais-je leur dire à quel point ça va mal? Penses-tu qu'ils t'aideront? Elle a réfléchi. Probablement pas. Ils diraient probablement que je suis trop sensible ou que je n'essaie pas assez fort. Alors tu as ta réponse. Quelque chose a changé entre nous après ça. Nous avons commencé à nous voir pour un café chaque semaine. Je l'ai aidé avec la gestion du temps et les stratégies d'études. Elle a lentement amélioré ses notes. Nous ne parlions pas beaucoup de nos parents ou du passé, ce qui m'allait très bien. Le semestre de printemps a apporté de nouveaux défis et opportunités. J'avais pris en charge des projets de plus en plus complexes au travail, et Isabelle a commencé à m'inclure dans les réunions clients en tant que participante à part entière plutôt que simple observatrice. J'ai appris à lire une salle, à présenter des idées avec confiance, à gérer la critique sans la prendre personnellement. Un client particulièrement difficile, un promoteur immobilier nommé Richard Dubois, détestait chaque concept que je présentais pendant 3 semaines d'affilée. Isabelle m'a regardé lutter pour maintenir mon professionnalisme alors qu'il rejetait mon travail avec un mépris à peine dissimulé. Pourquoi détestait-il tout, lui ai-je demandé après une autre réunion brutale. Il ne déteste pas ton travail. Il déteste que tu sois jeune et talentueuse, et ça l'intimide. Continue à pousser. Fais-lui voir ce que je vois. La semaine suivante, je suis venu préparer avec une présentation qui anticipait chaque objection qu'il avait soulevée et y répondait de manière préventive. Je lui ai expliqué les études de marché, l'analyse de la concurrence et le retour sur investissement projeté avec un tel niveau de détail qu'il n'a rien trouvé à critiquer. Très bien, a-t-il finalement dit. Avançons avec ça. Après son départ, Isabelle m'a fait un high five dans la salle de conférence. C'est comme ça qu'on gère les clients difficiles. Tu as simplement surclassé sa mauvaise attitude. La victoire était incroyable, mais elle m'a aussi fait réaliser à quel point j'avais changé en moins d'1 an. La fille qui avait quitté la maison, à peine capable de se défendre, était devenue quelqu'un qui pouvait tenir tête dans des contextes professionnels à des hommes 2 fois plus âgés. Vers avril, ma conseillère pour les bourses m'a convoqué à une réunion. Je supposais que c'était une vérification de routine jusqu'à ce que je m'assoie et que je voie l'expression sur son visage. Amélie, je voulais vous informer que vous avez été sélectionnée pour la bourse présidentielle pour l'année prochaine. C'est une bourse complète plus une allocation pour les frais de subsistance. Je l'ai regardé, bouche bée. Quoi? Votre moyenne, votre portfolio de travaux, vos lettres de recommandation de professeurs et de votre employeur. Tout était exceptionnel. Vous êtes l'une des 5 seuls étudiants choisis dans toute l'université. L'allocation était de 12 000 € pour l'année. Combiné à mon salaire de moraux et associé, je serai financièrement stable pour la première fois de ma vie. Fini l'anxiété de payer le loyer. Fini de choisir entre acheter des manuels scolaires ou manger correctement. Merci, ai-je dit, la voix chargée d'émotion. Merci beaucoup. Elle a souri chaleureusement. Vous l'avez mérité, Amélie. Chaque centime. J'ai appelé Lucas immédiatement après avoir quitté son bureau. Il a décroché à la 2e sonnerie. J'ai eu la bourse présidentielle, ai-je lâché. Quoi? C'est incroyable. J'arrive te chercher. On va fêter ça. Il m'a emmené dîner au restaurant italien où j'avais voulu aller pour mes 18 ans. L'ironie ne nous a pas échappé. À la fille qui s'est sauvée elle-même, a dit Lucas en levant son verre de cidre pétillant. Au fait de ne jamais abandonner, ai-je répondu.
Nous avons trinqué et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. J'allais m'en sortir. Mieux que ça. J'allais prospérer. La nouvelle de la bourse a atteint mes parents d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas qui leur a dit. Peut-être Sophie. Peut-être une autre connaissance commune du lycée. Début mai, ma mère a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Amélie, nous avons entendu parler de ta bourse. C'est une merveilleuse nouvelle. Sa voix était tendue, artificielle. Je pouvais entendre l'effort qu'il lui fallait pour paraître satisfaite. Merci, ai-je dit prudemment. Nous aimerions t'inviter à sortir pour fêter ça. Un dîner en famille, comme avant. Comme avant. La réécriture de l'histoire était stupéfiante. Nous n'avions jamais fait de dîner de famille pour célébrer mes réussites. Ceci avait toujours été réservé aux accomplissements de Chloé, réels ou imaginaires. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Amélie, s'il te plaît. Ça fait presque 1 an. Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose? Passer à autre chose de quoi, exactement? Vous ne vous êtes pas excusé. Vous n'avez pas reconnu ce que vous avez mal fait. Vous voulez juste prétendre que rien ne s'est passé. Nous faisions de notre mieux en tant que parents. Nous avons fait des choix que nous pensions justes à l'époque. Ne peux-tu pas nous accorder le mérite d'avoir essayé? Non, ai-je dit simplement. Je ne peux pas. Parce qu'essayer aurait signifié écouter quand je vous disais comment vos choix m'affectaient. Essayer aurait signifié traiter vos 2 filles avec une considération égale. Vous n'avez pas essayé. Vous avez choisi. Elle est restée silencieuse un long moment. Ta sœur te manque. Alors elle peut m'appeler elle-même. Au revoir, maman. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. 2 jours plus tard, Chloé a appelé, mais son appel n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle pleurait si fort que je pouvais à peine la comprendre. Chlo, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tout gâché, Amé. J'ai vraiment tout gâché. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été arrêté hier soir. Conduite en état d'ivresse. Mon estomac s'est retourné. Je n'ai pas été blessé et personne d'autre n'a été blessé, mais mon taux d'alcoolémie était bien au-dessus de la limite et ils m'ont emmené au poste. Maman et papa ont dû venir me chercher et ils sont tellement déçus, et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. J'ai peur, mais ça va. L'audience est dans 3 semaines. Maman et papa disent que c'est parce que j'ai été trop stressé par l'école. Comme si ce n'était pas de ma faute. Mais, Amé, c'est de ma faute. J'ai choisi de boire. J'ai choisi de conduire. J'aurais pu tuer quelqu'un. C'était différent. Ce n'était pas elle qui cherchait des excuses ou rejetait la faute. C'était une véritable prise de responsabilité. De quoi as-tu besoin de ma part, ai-je demandé. Je ne sais pas. J'avais juste besoin d'entendre ta voix. Maman et papa essaient d'engager un avocat hors de prix pour faire disparaître tout ça. Et je n'arrête pas de penser à la façon dont tu as dû tout régler seul, sans aucune aide. Et me voilà, encore en train de les laisser régler mes problèmes. Chlo, tu devrais avoir un avocat. C'est sérieux. Je sais, mais je ne veux pas qu'il fasse comme si ça n'avait pas existé. Je veux faire face aux conséquences. Je veux vraiment apprendre de ça au lieu que ce soit balayé sous le tapis comme tout le reste. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Je l'ai aidé à réfléchir à ce que signifiait vraiment prendre ses responsabilités, à comment aborder la situation avec maturité. À la fin de l'appel, elle semblait plus stable. Est-ce qu'on peut se voir bientôt? A-t-elle demandé. En personne? Oui. Un café ce week-end? S'il te plaît. Quand nous nous sommes rencontrés ce samedi-là, Chloé avait l'air différente, plus sérieuse, plus ancrée. Elle m'a dit qu'elle avait insisté pour accepter une plaidoirie de culpabilité malgré les objections de ses parents, acceptant des travaux d'intérêt général et des cours obligatoires sur l'alcool. Maman et papa sont furieux contre moi, a-t-elle dit. Ils pensent que je ruine mon avenir en ne contestant pas les accusations. Mais tu sais quoi? Je ruinerai mon avenir en n'apprenant pas de ça. Je suis fier de toi, ai-je dit, et je le pensais. Vraiment? Oui. Ce que tu fais demande un vrai courage. C'est plus facile de laisser quelqu'un d'autre régler tes problèmes. Je commence à comprendre pourquoi tu es parti. Pas complètement, mais plus qu'avant.
Je commence à voir comment ils m'ont affaibli en ne me laissant jamais me débattre. Nous avons parlé de ses cours, du bénévolat qu'elle avait commencé dans un centre de crise, de la façon dont elle essayait de reconstruire sa vie selon ses propres termes. Elle changeait véritablement, et assister à cela, c'était comme regarder quelqu'un se réveiller d'un long sommeil. Puis juin est arrivé et tout a explosé. J'étais dans mon appartement quand mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Amélie, nous devons parler de ta sœur. Bonjour à toi aussi, maman. Elle a ignoré ça. Chloé nous a dit qu'elle te voyait régulièrement. Elle a dit que tu l'aidais avec l'école. Elle a demandé de l'aide. Je la lui ai fournie. Eh bien, elle dit des choses très préoccupantes ces derniers temps. Elle a dit à ton père et à moi qu'elle avait l'impression que nous l'avions surprotégée et qu'elle aurait aimé être élevée plus comme toi. J'ai failli rire. Et c'est préoccupant pour vous parce que tu lui mets des idées dans la tête, Amélie. Tu lui fais penser que la façon dont nous l'avons éduquée était en quelque sorte mauvaise, et c'est complètement inapproprié. Je ne lui ai rien fait penser. Elle est arrivée à ses propres conclusions en se basant sur ses expériences. Elle allait bien jusqu'à ce qu'elle recommence à passer du temps avec toi. Tu l'empoisonnes contre nous parce que tu es toujours amère à propos de la situation de ton anniversaire. Le rire s'est finalement échappé. La situation de mon anniversaire. C'est comme ça qu'on l'appelle? Tu déformes les choses. Nous essayons d'être justes envers nos deux filles. Non, vous répondiez aux caprices d'une fille au détriment de l'autre. Il y a une différence. Comment oses-tu? Je vais vous arrêter tout de suite, ai-je interrompu. Je ne vais pas faire ça. J'ai aidé Chloé parce qu'elle a demandé de l'aide, pas parce que j'ai une vendetta contre vous. Si elle remet en question votre éducation, c'est peut-être quelque chose que vous devriez examiner au lieu de me blâmer. Tu as toujours été ingrate. Et vous avez toujours été aveugle à votre propre favoritisme. Au revoir. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, Chloé a appelé. Maman et papa paniquent, a-t-elle dit. Ils disent que tu essaies de me monter contre eux. Ont-ils tort? Je ne sais plus. Elle avait l'air épuisée. Ils veulent un dîner de famille. Nous tous. Ils veulent crever l'abcès et aller de l'avant. Tous mes instincts criaient non. Je ne suis pas intéressé. S'il te plaît, Amé. J'ai besoin que tu sois là. Je ne pense pas pouvoir les affronter seul, et j'ai des choses à dire. Chlo, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je vais leur dire ce que je ressens de toute façon, mais ce serait plus facile avec toi. S'il te plaît. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Le dîner avait lieu dans un restaurant chic du centre-ville. Je suis arrivé avec 15 minutes de retard délibérément, et ils étaient déjà assis. Mes parents avaient l'air plus vieux que dans mon souvenir. Les cheveux de mon père avaient grisonné. Ma mère avait de nouvelles rides autour de la bouche. Chloé avait l'air terrifiée. Amélie, merci d'être venue, a dit mon père avec raideur alors que je m'asseyais. Allons droit au but, ai-je répondu. De quoi s'agit-il? Ma mère a joint ses mains sur la table. Nous sommes ici parce que notre famille est fracturée depuis plus d'1 an maintenant, et il est temps de guérir. Nous sommes prêts à passer outre ton caprice d'anniversaire si tu es prête à t'excuser et à reconnaître ta part dans cette rupture. Je l'ai dévisagé. Ma part? Tu es parti sans nous donner une chance d'expliquer notre position. Tu as coupé le contact. Tu as refusé de rentrer pour les fêtes. Ce sont des choix que tu as faits. Après que vous ayez choisi de prioriser les sentiments de Chloé sur mon existence entière. Nous essayons d'être sensibles aux besoins de ta sœur. En m'interdisant de célébrer mon passage à l'âge adulte. Chloé a pris la parole, la voix tremblante. Arrêtez de parler de moi comme si je n'étais pas là. Tout le monde s'est tourné pour la regarder. C'est à cause de moi que ce dîner a lieu, a-t-elle poursuivi. Parce que j'ai des choses à vous dire à tous. Ma mère a tendu la main pour tapoter la sienne. Ma chérie, tu n'as pas besoin de. Si, j'en ai besoin. Chloé a retiré sa main. J'ai besoin de dire qu'Amélie avait raison sur toute la ligne. Vous m'avez favorisé. Vous m'avez surprotégé. Vous l'avez rendu invisible pour que je puisse me sentir spécial. Et c'était mal. Le visage de mon père s'est assombri. Chloé, ta sœur déforme. Non, ce n'est pas vrai.
J'ai 18 ans maintenant, presque 19. Je suis assez grande pour voir ce qui s'est passé. Chaque fois qu'Amélie accomplissait quelque chose, vous le minimisiez. Chaque fois que j'échouais à quelque chose, vous trouviez des excuses. Vous m'avez organisé une deuxième fête pour mes 16 ans parce que je me sentais en insécurité, mais vous n'avez pas laissé Amélie avoir un simple dîner pour ses 18 ans. En quoi est-ce juste? Tu traversais une période difficile, a dit ma mère sur la défensive. J'étais une peste, la voix de Chloé s'est élevée. Et vous l'avez encouragée au lieu de m'éduquer. Savez-vous à quel point j'étais mal préparé pour l'université? Pour la vraie vie? J'ai failli abandonner ma première année parce que je n'avais aucune idée de comment fonctionner sans que vous résolviez tous mes problèmes. Nous te protégions, a insisté mon père. De quoi? De la réalité? De grandir? Pendant ce temps, Amélie a appris à survivre parce que vous ne lui avez laissé aucun choix. Chloé s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé d'avoir contribué à ton départ, d'avoir été gâté et égocentrique et de ne pas t'avoir défendu quand j'aurais dû. J'ai senti ma propre gorge se serrer. Merci. Ma mère nous a regardés, son expression se transformant en quelque chose de laid. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Après tout ce que nous avons fait pour toi, Chloé, les opportunités que nous t'avons données, les sacrifices que nous avons faits. Vous voulez dire les opportunités et les sacrifices que vous lui avez donnés à elle, tout en ne me donnant rien, ai-je demandé doucement. Tu t'en es parfaitement sortie toute seule, n'est-ce pas, a sèchement répliqué ma mère. Tu as ton travail chic, ton appartement et ta vie parfaite. Peut-être que nous savions que tu étais assez forte pour gérer les choses sans notre soutien. Ce n'est pas de l'éducation, ai-je dit. C'est de l'abandon avec des étapes supplémentaires. Comment oses-tu? Elle a raison, a interrompu Chloé. C'est exactement ce que c'était. Vous avez abandonné Amélie émotionnellement bien avant qu'elle ne parte physiquement. Et maintenant, vous êtes en colère parce qu'elle a réussi malgré tout, et que je vous vois enfin clairement. Mon père s'est levé brusquement. Je n'ai pas à rester ici et à écouter ce manque de respect. Alors pars, ai-je dit simplement. Nous sommes tous des adultes ici. Tu peux partir quand tu veux. Il m'a fixé, s'attendant clairement à ce que je recule. Quand je ne l'ai pas fait, il a jeté sa serviette sur la table et est sorti. Ma mère a hésité, regardant entre Chloé et moi. Tu fais une erreur, a-t-elle dit à Chloé. Te ranger de son côté ne te fera que du mal à long terme. La seule erreur que j'ai faite, c'est de mettre si longtemps à voir la vérité, a répondu Chloé. Ma mère a attrapé son sac à main et a suivi mon père. Chloé et moi sommes restés assis en silence un moment. Eh bien, a-t-elle finalement dit. Ça s'est passé à peu près comme prévu. Ça va? Non, mais ça ira. Elle a essuyé ses yeux. Merci d'être venu. Je sais que tu ne voulais pas, je suis contente de l'avoir fait. Nous avons commandé à dîner, juste nous deux, et avons parlé de tout sauf de nos parents. Elle m'a parlé d'un garçon qu'elle voyait, de son changement de spécialisation pour la psychologie, du bénévolat qu'elle avait commencé dans un centre de crise pour adolescents. Je lui ai parlé de ma promotion, de la demande en mariage de Lucas la semaine dernière, de la possibilité de créer ma propre agence de design après l'obtention de mon diplôme. Tu vas te marier? Elle avait l'air sincèrement heureuse pour moi. Éventuellement. On pense à de longues fiançailles. Tu inviteras maman et papa? J'ai réfléchi. Probablement pas. Ils ont clairement montré ce qu'ils pensent de mes choix. C'est juste. Vers 22 heures, nous avons quitté le restaurant et sommes restés dehors dans la douce soirée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Chloé. Je ne sais pas. On improvise au fur et à mesure, je suppose. On peut continuer à se voir pour un café? J'aimerais beaucoup. Elle m'a serré dans ses bras et je l'ai serré en retour, et quelque chose qui avait été brisé depuis très longtemps a semblé commencer à guérir. 3 mois plus tard, j'ai reçu un texto de ma mère. Juste une ligne. Ton père et moi aimerions parler. Je l'ai montré à Lucas, qui préparait le dîner dans notre nouvel appartement. Qu'est-ce que tu veux faire? A-t-il demandé. Rien, ai-je dit en supprimant le message. Je ne veux absolument rien faire. Bien. J'ai envoyé un texto à Chloé à la place. Café demain. Elle a répondu immédiatement, j'y suis déjà en esprit. Mon 19e anniversaire avait été tout ce que mon 18e aurait dû être.
Mon 20e a été encore meilleur. Lucas, Chloé, Léa et mes amis du collectif de design ont loué une petite salle et m'ont organisé une fête où je me sentais entouré de gens qui me voyaient vraiment. Isabelle a porté un toast sur sa fierté de tout ce que j'avais accompli. Lucas m'a embrassé sous des guirlandes lumineuses. Chloé m'a serré dans ses bras et a murmuré « Joyeux anniversaire, sœurette ». Plus tard, assise sur le balcon de notre appartement avec Lucas, regardant les lumières de la ville, j'ai pensé à la fille que j'étais 2 ans plus tôt. Celle qui avait fait ses valises et était partie sans filet de sécurité, sans plan B, juste avec de la détermination et de la rancune. « Ça va ?» a demandé Lucas en me serrant contre lui. « Oui », ai-je dit, et je le pensais. « Je vais vraiment bien. » Mon téléphone a vibré. Un autre texto de ma mère. « Nous sommes prêts à nous réconcilier si tu es prête à être mature à propos de cette situation. » J'ai failli rire de la formulation. Au lieu de ça, j'ai bloqué le numéro et éteint mon téléphone. Certaines familles sont celles dans lesquelles on est, d'autres sont celles que l'on se construit. J'en avais bâti une belle, et c'était tout ce qui comptait.